Eh bien voilà, Pierre Racini à Salon de Provence, tu nous fais le plaisir de venir à témoignage et patrimoine et on t'en remercie par avance. Donc aujourd'hui, je crois que tu vas nous parler un peu de l'évolution de l'art de la guerre et de l'évolution de la technologie militaire. C'est un peu ça que ton approche aujourd'hui, Pierre? Bien, effectivement, c'est pas un sujet très joyeux, mais enfin, il a parcouru les siècles, puisque depuis l'origine de l'humanité, les hommes se sont fait la guerre. Les Écritures nous ont même dit que Caïn avait tué son frère Abel, donc dès l'origine. Alors, on peut imaginer que les hommes sont toujours battus, certes, probablement au départ avec des bâtons, des pierres sans doute, des massues, des morceaux de tronc d'arbre, etc. Et puis avec les découvertes, notamment l'arrivée des métaux, ben, ces armes se sont durcies, sont devenues plus meurtrières. On a fait des pointes de flèches en métal, on a fait des épées, on a fait des javelots. Et puis on a également inventé des systèmes de propulsion de toute nature, notamment ça commencera par des frondes, des arcs, des catapultes en plusieurs modèles différents. Tout ça pour essayer d'atteindre l'autre le plus loin possible sans être touché. Voilà. Ces hommes qui se sont toujours battus de tout temps, ils ont formé des groupes plus ou moins importants pour essayer de faire la guerre, hein, disons, dominer leurs voisins, alors soit toujours par esprit de convoitise, et pour essayer d'asservir les autres peuples, leurs voisins, ça dépend aussi de la nature du clan, par village, par région, beaucoup plus que par pays, ça viendra beaucoup plus tard. Et donc ils voulaient essayer d'asservir les autres pour leur bénéfice. Alors, pour se reconnaître dans la mêlée, sous ces groupes de guerriers, ils étaient dotés d'un moyen de reconnaissance qui petit à petit, selon la fortune du chef, a augmenté un petit peu, si l'on peut dire, sur le corps pour devenir un uniforme. Uniforme qui d'ailleurs lui-même s'est transformé au cours des temps et qui est devenu de plus en plus chatoyant, avec même éventuellement des décorations. Mais surtout pour montrer que l'on appartient à un clan. Or, ces uniformes, il faut bien avoir à l'esprit qu'ils ont pratiquement toujours une origine utilitaire. Un simple exemple parmi d'autres, les tuniques des soldats romains étaient rouges, d'abord parce que la couleur rouge est quelque chose, on va dire une couleur assez agressive, mais surtout elle a l'énorme avantage, c'est qu'on ne voit pas les taches de sang dessus. Alors, le problème des armes de jet, eh bien, c'est que lorsque le javelot est tombé, on peut le ramasser et le renvoyer sur le lanceur avec le même effet. À tel point que Jules César a fait modifier les javelots romains, les pilums, qui avaient une pointe métallique qui était fixée sur la hampe par deux rivets métalliques. Alors il a fait remplacer un de ces rivets par une cheville en bois, de sorte qu'à l'impact, cette cheville se brisait, la pointe pivotait autour du rivet métallique, ce qui rendait cette arme totalement inutilisable, au moins pendant le combat, et était facilement réparable après la bataille. Il est rapporté dans certains récits que des Gaulois qui avaient leur bouclier transpercé par un pilum, qu'ils n'arrivaient pas à arracher, ils étaient obligés de jeter leur bouclier et se battre à nu, si l'on peut dire. Les Romains avaient 6 pilums, chaque soldat avait 6 pilums, 3 lourds pour des jets à une soixantaine de mètres et 3 légers pour des distances plus courtes, plus un glaive à forte lame lorsqu'ils en arrivaient au corps à corps. Et ils s'entraînaient constamment au lancer des pilums, de même qu'à l'épée, avec des lourdes épées en bois pour forger la musculature. Donc tous ces combats, en général, on en arrive toujours au corps à corps, il n'y a pas trop de distance. Donc il y a un élément qui est très très important dans ces guerres antiques, c'est la cavalerie. De par
la multiplicité des rôles qu'elle représente. Déjà, d'une part, la rapidité de déplacement. Avec les chevaux, on peut couvrir des beaucoup plus grandes distances. Et puis, le choc d'un assaut de cavalerie est beaucoup plus puissant que le choc simplement des hommes. Également, ça sert à faire des reconnaissances, beaucoup en avant des troupes. Et ça peut encercler l'ennemi et éventuellement faire participer à la poursuite des fuyards en déroute. Alors il y a une invention très importante dans la cavalerie, c'est l'étrier. On imagine facilement que le choc d'une lance tenue par un cavalier arc-bouté sur ses étriers est beaucoup plus important que simplement un cavalier assis sur le cheval. Cet étrier, il a été inventé, là il y a des experts qui se contredisent un petit peu, aux environs du 5e siècle, mais la provenance est controversée entre l'Asie et l'Europe centrale, à peu près. Mais en tout cas, ils apparaissent à peu près à cette époque-là. Et les Romains, qui n'avaient pas véritablement de cavalerie, pas une grande cavalerie, mais par contre utilisaient beaucoup les cavaleries des peuples qu'ils avaient asservis, les Romains avaient quand même inventé une selle à haut dossier qui offrait à peu près le même avantage, mais quand même devant la facilité d'utilisation, enfin de réalisation surtout des étriers avec l'importance que ça avait, cette selle a été abandonnée parce que beaucoup plus difficile à concevoir. Alors les charges des cavaliers, nos chevaliers à l'époque du Moyen-Âge ou autre, elles consistaient à gros déboulés flanc contre flanc de lourds destriers. Vous imaginez le choc que peut produire un cheval de quasiment 1 tonne, plus un bonhomme avec son armure d'environ 150 kg, qui déboule à 30 km/h contre les fantassins, ça dévaste tout. Alors dans tout ça, il y a un virage quand même très important avec l'invention de la poudre, qu'on appelle généralement poudre à canon. Alors elle a été connue à peu près, elle a été inventée à peu près au 6e siècle par les Chinois, mais qui n'utilisaient pas en tant que propulseur comme on la connaît maintenant et comme on va en débattre, mais uniquement pour faire des feux d'artifice, c'est-à-dire allumer, faire le feu, si l'on peut dire, mais même pas lancer. Et puis, étonnamment, était utilisé en tant que recette médicale. Il était même précisé qu'il fallait faire très attention à ce mélange de produits, ce mélange qui était réputé comme être très instable, donc très dangereux. Et c'est seulement en 1044 que l'on trouve sa composition dans un traité militaire, celui-là. Et l'on trouve cette composition donc de charbon de bois, de salpêtre et de soufre. Le premier canon date de 1332. Et la première utilisation de la poudre, donc des canons, c'est la bataille de Crécy en 1346, utilisée par les Français. Mais ça ne leur a pas donné l'avantage parce que les quelques bombardes de l'époque, c'est surtout le bruit qui a fait peur aux chevaux. Il faut reconnaître que cette défaite n'est pas due au matériel, mais plutôt à la technique des combattants. À savoir qu'en France, c'était les chevaliers qui se battaient. Et les chevaliers battaient avec une lance qui très souvent se brisait dès le premier choc, puis ensuite avec leurs épées, mais, chevalerie oblige, attaquaient toujours l'adversaire de face. Jamais ne frappaient l'adversaire le dos tourné. Et ces chevaliers avaient face à eux des archers anglais qui eux étaient des mercenaires, souvent de basse condition, qui ne s'embarrassaient pas des mêmes principes. Et la chevalerie française a été décimée à cette bataille de Crécy qui, comme vous le savez, est le début de cette guerre de 100 ans. Alors le XVe siècle va voir quand même le développement de cette poudre, hein, dont on connaît avec un peu plus de précision la composition. Il y a 6 doses de salpêtre pour 1 dose de soufre
et une dose de charbon de bois. Et puis on va faire varier un tout petit peu ces dosages en fonction du résultat que l'on veut, plus ou moins brisant ou plus ou moins, on va dire, propulsif. Et la prédominance de cette poudre à canon, elle va s'imposer très rapidement parce que une balle de fusil traverse une armure lourde, encombrante, difficile à faire et qui coûte cher. Donc elle va être abandonnée, elle devient obsolète. Et puis, un canon est beaucoup plus facile à déplacer qu'une lourde catapulte. Donc l'arme à feu a une prédominance très importante à cette période. Alors je vais vous parler un petit peu de la composition d'un fusil. D'abord, il faut commencer par se rappeler que ce terme fusil date des premières armes à feu et qu'il a toujours cours à nos jours. Et je vais essayer de vous démontrer que ce sont des armes presque fondamentalement différentes. Un fusil, ça se compose toujours d'un tube métallique fermé dans un bout qu'on appelle le canon, qui est posé sur un fût en bois ou une crosse et qui va être équipé d'un système de mise à feu que l'on appelle en général platine. Or, au début, il y a eu un petit système qui supportait une mèche à amadou, pas très pratique, et puis il y a eu des platines Michelet ou à chenapan, c'est-à-dire un système à crémaillère, à cliquet, il fallait le remonter avec une manivelle, d'accord, il y avait un ressort pour détendre la chose, mais enfin c'était pas très pratique non plus, et puis une platine à silex, donc avec un chien, ici c'est un pistolet mais c'est le même principe de fonctionnement, un chien qui supporte un silex, qui va venir frapper contre une batterie pour faire des étincelles et mettre le feu à la poudre qui se trouve dans ce petit bassinet. Et il y a un petit trou à l'arrière du canon. Lorsque le feu est mis dans ce bassinet, il va mettre le feu à la poudre qui est à l'intérieur du canon et chasser. Alors, ce type de platine à silex va s'imposer parce que c'est le plus pratique, le plus facile à réaliser et à entretenir, et il va perdurer pendant environ 2 siècles et demi, pour voir en 50 ans par la suite passer de ces armes à silex aux armes à feu modernes à très grande cadence de tir. Alors, le fonctionnement, comment ça marche? Eh bien, il faut savoir que cette poudre noire, puisqu'on l'appelle comme ça, elle est de mauvaise qualité, elle encrasse énormément en brûlant parce qu'elle brûle très mal et il y a beaucoup de résidus. Alors il y a beaucoup de résidus au début du canon, un peu moins, et vers la bouche, il n'y en a plus. Ce qui fait que lorsque on va charger, on met une balle qui est sphérique parce que les canons sont lisses, et donc la balle ne peut pas être guidée, ce qui fait que quand elle part, elle tourbillonne sur elle-même et on ne peut que lui donner cette forme sphérique. Et on est obligé de mettre une balle environ 1 mm plus petite que le trou, parce qu'à cause de l'encrassement, au bout de quelques coups, on ne pourrait plus en mettre. Ce qui fait que la balle, lorsqu'elle s'en va, eh bien là elle est à peu près guidée, puis un peu moins, puis beaucoup moins, et lorsqu'elle part, elle va ricocher dans le canon et partir à droite, à gauche, en haut, en bas, et tomber à la distance maximale dans un rayon d'une dizaine de mètres, et on est incapable de prévoir où. D'autre part, à la distance maximale, la trajectoire est telle, la flèche est tellement importante qu'un cavalier passe sous la balle sans être touché, et forcément arrivera sur le tireur avant qu'il ait rechargé. D'où l'importance prédominante de ceci, la baïonnette, qui doit son nom à la ville où elle a été inventée, à Bayonne. Alors cette baïonnette est composée d'une douille qui se met autour du canon du fusil, la lame est déportée, ce qui permet d'utiliser le fusil pendant un certain temps et d'utiliser la baïonnette lorsque le besoin s'en fait sentir, l'urgence, j'irais dire, s'en fait sentir. Alors, pourquoi on se bat debout? Ça peut paraître dément, comme ça, de se mettre en face de la mitraille. Eh bien, le problème,
c'est le rechargement. Parce que pour ces grandes cannes à pêche, hein, et je montre comme ça, c'est à peu près la longueur d'un fusil traditionnel, eh bien, il faut être debout. Parce que on va prendre sa poire à poudre, on va mettre la dose de poudre, on va mettre une bourre, on va sortir la baguette qui est systématiquement sous une arme, on va tasser cette bourre, on va garder loin, on va mettre la balle, puis on va remettre une bourre. Pourquoi? Parce que si on baisse un peu le canon et qu'on n'a pas mis de bourre, la balle va tomber. Donc, encore un coup de baguette, puis ensuite replacer la baguette sous le fût. On va renverser le fusil, on va armer le chien, on va reprendre sa poire à poudre, mettre un peu de poudre dans le bassinet, ranger sa poire à poudre, fermer la batterie et on va tirer. Donc le chien, en s'abattant, va venir, le silex va venir frotter sur la batterie qui va s'ouvrir d'un coup sec par le biais du ressort qui est là. Ça va produire des étincelles qui vont mettre le feu, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la poudre qui est là-dedans et mettre le feu à la charge. Début du 19e, époque napoléonienne, on a quand même déjà des cartouches. Alors, rien à voir avec les cartouches que nous connaissons maintenant. Ces cartouches comprennent dans une feuille de papier plus ou moins fine la dose de poudre, la bourre, la balle, et tout ça est, on va dire, roulé un peu comme une cigarette. Et ça a le diamètre de ce qu'il faut mettre dans le canon. Et ça permet de charger en une seule fois tout ce que l'on va mettre dans le canon, après avoir pris la précaution de déchirer un tout petit peu cette cartouche, pas trop parce que la poudre va tomber, et suffisamment quand même pour que le feu du bassinet puisse mettre le feu à la poudre qui est dans la cartouche. Et imaginez, vous tenez votre fusil, vous tenez votre cartouche, il faut la déchirer, eh bien, d'un petit coup de dent. D'ailleurs, il y a une expression, les dents de la chance, vous savez, ces dents qui sont un peu trop écartées, eh bien, les soldats qui avaient ces dents trop écartées ne pouvaient pas mordre comme ça, et comme ils étaient tirés au sort pour la conscription, etc., ceux qui avaient les dents trop écartées, ils ne faisaient pas leur service militaire, d'où le terme des dents de la chance. Alors, je vous ai expliqué comment on chargeait, puis on appuie sur la queue de détente et brum, le coup devrait partir. Mais il faut bien garder à l'esprit que, en gros, ça part 8 fois sur 10. Pourquoi? Eh bien parce que, éventuellement, il pleut. Déjà, quand il pleut, pas d'étincelles, on ne peut pratiquement pas se battre avec un fusil. Ou le silex est un peu trop émoussé, il ne va pas faire d'étincelles. Ou la batterie est trop lisse, pareil, il n'y aura pas trop d'étincelles. Ou le feu va prendre dans le bassinet, mais en chargeant la cartouche, là c'est pas très représentatif, mais imaginez ce canon de plus d'1 mètre de long, qu'il faut, la cartouche qui doit rentrer surtout en ne tournant pas, il faut absolument que cette déchirure soit un peu en face du trou. Si par hasard la cartouche est un peu tournée, le coup ne partira pas, ça va. Donc il faudra un outil décrassé un petit peu, etc. Et avec le système des cartouches, un bon tireur, mais au champ de tir paisible, arrive à recharger et tirer entre 1 à 2 fois la minute, ce qui est déjà exceptionnel. J'ai ici une note qui a été établie après la bataille de Gettysburg, 1863, presque le début de la guerre de sécession, mais une bataille très importante parce qu'elle a fait pratiquement le virage de la guerre, qui s'est terminé 2 ans plus tard. Alors pour rappel, 90 000 nordistes contre 75 000 sudistes. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez important. Alors, sur 37 574 fusils ramassés après cette bataille, 6 000 avaient de 3 à 10 balles dans le canon, 12 000 en avaient 2, et 6 000 avaient une charge 100 balles. Ce qui prouve que le rechargement sous le feu n'était quand même pas quelque chose aisé. Alors comme on se bat à très courte distance, puisque je vous ai dit qu'à longue distance il n'y avait aucune précision, donc on est obligé de tirer le plus près possible de façon à diminuer ce cône par où va passer la balle. On se bat à très courte distance, alors le camouflage n'existe pas.
à savoir qu'on va faire éventuellement un déplacement derrière une haie, derrière un rideau d'arbres, derrière un repli de terrain, mais comme ça va se terminer au corps à corps, on va se démasquer systématiquement. Et puis c'est pour ça qu'on porte des uniformes qui sont très voyants. D'ailleurs, ça peut être intéressant parce qu'ils sont connus de tous, on sait que c'est tel ou tel régiment qui a un uniforme comme ça, et éventuellement, ça peut faire mollir le moral des adversaires qui se rendent compte qu'en face, ils ont affaire à de redoutables guerriers, d'un côté ou de l'autre. Et ces mouvements de troupes, eh bien, comment ça se passe? Alors, il y a l'officier, général devant ses troupes, qui va donner l'ordre du mouvement aux officiers, qui est à côté de lui, lequel sous-officier va le retransmettre au tambour. Et le tambour, avec des roulements bien codifiés, connus de tous, va faire évoluer et commander la manœuvre qui sera reprise de loin en loin pour faire manœuvrer ses troupes. Et dans la cavalerie, eh bien tout ça, ça se passe avec une trompette. D'où le fait que ces jeunes gamins, qui sont généralement des fils de militaires, mais très souvent surtout des orphelins de guerre, eh bien ils sont en première ligne, parce que c'est eux qui doivent recevoir l'ordre et le transmettre. Alors vers 1850, là, il y a une évolution importante. Bon, 1850, 19e siècle, les révolutions industrielles, donc forcément, il y a des choses nouvelles qui apparaissent. La première qui est importante dans ce système de tir, c'est la mise à feu. Il y a un pasteur irlandais qui était grand amateur de chasse. L'Irlande, il faut quand même penser que c'est un pays plutôt bien arrosé. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, pas beaucoup de possibilités d'utiliser l'arme à feu. Alors, il a réfléchi et il a inventé une petite amorce en fulminate que l'on plaçait sur une petite cheminée sur l'arrière du canon. On remplaçait ce petit trou avant, on a modifié la platine, le silex a disparu, et on plaçait cette petite amorce sur la cheminée, et le chien s'est transformé en chien marteau qui venait écraser cette amorce, qui mettait le feu directement à la poudre qui était dans le canon. Le chargement du canon était toujours pareil, mais le chargement de la platine, on va dire, était simplifié et surtout éliminer les ratés de tir par temps pluvieux. Et puis, une autre arme, parce que donc cette période, je vous l'ai dit, il y a eu énormément d'évolutions, mais très rapides dans le temps. Une autre arme a fait son apparition et qui a eu une importance grande, c'est le revolver. Le revolver, eh bien, ça permettait de charger sur l'arrière du canon, puisque le barillet se trouve en arrière du canon. Donc on avait des canons rayés, on pouvait donc avoir des balles guidées, une plus grande portée et précision, et un revolver, ça portait à environ 50 à 100 mètres, à peu près comme les fusils dont je viens de vous parler, et surtout ça avait l'avantage d'avoir entre 5 à une douzaine de coups préparés, et il n'y avait plus qu'à tirer, c'était très très important. Le rechargement par la suite était plus long, mais enfin on avait déjà fait le nécessaire. Mais ce revolver, il a perduré, mais si vous voulez, son importance a diminué dès l'apparition des fusils à verrou qui sont arrivés dans la décennie qui a suivi à peu près. Alors, un fusil à verrou, eh bien, ça nous permet un chargement par l'arrière, donc là aussi, canon rayé, donc plus de poussée, donc une balle qui va tourner et qui va être stable comme un gyroscope. On allonge la portée et surtout, on augmente énormément la précision. Mais on est toujours en poudre noire. Alors, parmi ces fusils, un des meilleurs, sans cocorico, mais c'est quand même le fusil Chassepot, 1866. Ça marchait très très bien, on a une portée de 600 mètres, on a une précision à 400 mètres. Le problème, c'est qu'on a encore une cartouche papier, donc avec des résidus. Et puis, l'étanchéité arrière de la culasse se fait par l'intermédiaire d'une rondelle de caoutchouc. Et comme chacun sait, le caoutchouc et le feu, ça ne va pas trop bien ensemble. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps,
bien cette rondelle de caoutchouc était bien cuite et elle se collait au canon, qui rendait la manœuvre d'ouverture de la culasse très difficile, et il fallait démonter toute la culasse pour changer cette rondelle. Les soldats étaient équipés de rondelles, le problème était connu, mais enfin c'était un inconvénient important. Or jusqu'en 1865, on va dire, l'artillerie est restée avec le même principe, c'est-à-dire des canons qu'on charge par la gueule, qu'il faut un certain temps pour mettre en œuvre, etc. Et jusque-là, l'artillerie française avait la réputation d'être la plus puissante d'Europe, on va dire quasiment du monde, puisque tout était sorti de l'Europe, parce qu'on avait des excellentes tables de tir, on avait une artillerie qui était puissante, effectivement, mais tout ça a été, on est toujours en poudre noire, je le rappelle, et tout ça a été remis en cause par l'allemand Krump, qui, vers 1865, invente le canon à culasse. Donc, on peut charger les canons par l'arrière avec des obus. Alors, on appelle obus, d'une part, le projectile oblong, que tout le monde connaît, qui va exploser à l'impact, et la douille, c'est-à-dire que l'ensemble du projectile, de la douille, de son contenu, on appelle ça également obus. Donc, on fait un chargement en une seule fois, on verrouille la culasse et on va tirer. Alors que les canons anciens tirent des boulets ronds rarement explosifs parce qu'il faut allumer une mèche, etc. C'est pas... Donc à partir de 1865 à peu près, l'artillerie allemande a été beaucoup plus puissante que l'artillerie française qui l'a subie d'ailleurs en 1870, à savoir que la portée des canons allemands était de l'ordre de 5 km, et qu'on n'en avait que la moitié pour l'artillerie française. On se faisait écraser sans pouvoir rendre les coups. 1885, une date cheville. Un ingénieur français, un chimiste français, invente la poudre dite sans fumée, Veille. Et à partir de là, eh bien, les armes vont évoluer encore une fois, à savoir que cette poudre est énormément plus puissante et surtout elle a un énorme avantage, c'est qu'elle ne produit pratiquement pas de résidus en brûlant. D'où l'appellation poudre sans fumée, beaucoup plus puissante, je le rappelle. Pratiquement tous les fusils ont des projectiles avec une portée de l'ordre de plus ou moins 2000 mètres, et à 600 mètres, la flèche maximale est de l'ordre de 50 à 60 cm. Donc, plus question, comme autrefois, de passer sous la trajectoire. En 1900, toutes les troupes sont équipées de ces fusils donc à poudre sans fumée, et toute l'artillerie est moderne, c'est-à-dire fonctionne avec des obus, chargement par l'arrière, etc. Donc, beaucoup plus puissant.